bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. À l'aube du 19 juin 1956, la guillotine, cette machine infernale, entre en action à la prison de Serkaji. Abdelkader Faraj et Hamida Zabana sont les premiers condamnés à mort à être exécutés par la guillotine. La guillotine que l'administration coloniale a utilisée pour semer le trouble, mais aussi la terreur dans les milieux des Algériens qui n'ont pas cessé de rejoindre et de grossir les rangs de l'armée de libération nationale et du Front de libération nationale. Nous allons revenir ce soir avec Ammar Belkhoudja, auteur et journaliste, sur l'attitude des condamnés à mort face à cette machine infernale, que ce soit à Alger, à Oran ou à Constantine, et dans les prisons de métropole à l'époque. Monsieur Ammar Belkhoudja, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir. La France coloniale a utilisé tous les procédés infâmes pour venir à bout des Algériens, mais les Algériens ont résisté dignement et courageusement jusqu'à l'acquisition de l'indépendance en 1962. Absolument. Et dès le déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, le système colonial, le régime colonialiste, s'apprêtait à mobiliser tous les moyens pour neutraliser ce sursaut. Quand je dis sursaut, ultime sursaut pour mettre fin à une domination, à une occupation qui remonte à 1830. Alors, je dirais que dès le premier jour de déclenchement de la guerre d'indépendance, le personnel politique, surtout le personnel politique, insistait sur le fait que l'Algérie est partie intégrante de la France, est partie intégrante comme département français, d'outre-mer, selon le vocabulaire de l'époque, et qu'il ne saurait accepter que ce territoire soit séparé de la France. Alors, on racontait des thèses absurdes, que la France commence à Dunkerque et se termine à Tamanrasset. Alors, on oublie qu'entre le continent européen et l'Afrique, il y a la mer Méditerranée. Alors, il y a une deuxième réplique qui nous dit, je crois que les mains du général de Gaulle, qui nous dit, oui, la France est séparée du continent par la mer Méditerranée, mais c'est toujours la France. Comme la Seine traverse Paris. C'est-à-dire que la Méditerranée est venue comme ça, elle traverse un territoire qui commence à Dunkerque et qui se termine à Tamanrasset. Le Premier ministre à l'époque, en 1954, François Mitterrand, qui jure lui aussi, qui jure par tous les dieux que l'Algérie ne peut être que française, avec cette insistance sur cette possession, sur ce droit à la possession. C'est comme si l'Algérie se trouvait comme ça par hasard et que les Français l'ont trouvé comme un objet trouvé qui doit leur appartenir. Pour l'anecdote, quand on était enfant, qu'on trouve un objet dans la rue, et qu'on apprend par la suite qu'il appartient à un autre camarade, et qui vient le réclamer, on lui dit « Ah, ça bhlal », c'est-à-dire que celui qui trouve quelque chose devient licite. Alors, ça devient licite pour que l'Algérie, ça y est, c'est désormais une propriété des colons, une propriété de l'industrie française et tout le reste. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que les Algériens étaient déterminés à mener le combat jusqu'à l'accession totale de ce territoire, de cette patrie qui s'appelle l'Algérie. Et qu'ils étaient déterminés à faire de ce pays le dernier bastion de l'empire colonial, que le glas du colonialisme allait sonner chez nous en Algérie. Et puis le colonialisme s'est maintenu grâce à des procédés infâmes. Donc dès 1830, la France n'a pas cessé d'employer des procédés d'extermination des Algériens. L'occupation française est jalonnée de massacres coloniaux depuis 1830 et jusqu'en 1962. Parce que les représailles
les répressions étaient dirigées contre la population, qu'elle soit combattante ou civile, des meurtres collectifs. C'est un aspect qui a toujours accompagné l'armée et les politiques, hein, qui, eux, décidaient de ce qu'il devait se faire. Alors, 1954, ça va être une véritable alerte au niveau des militaires, de la police, de la gendarmerie, des politiques, des dirigeants à Paris ou ici en Algérie, et on va mettre en mouvement tout un appareil répressif. Parce que la guillotine suivra. La guillotine suivra comme un autre élément qui s'ajoute à ces moyens. Alors les moyens, c'est les camps de concentration, les prisons qui sont gonflées de personnel carcéral. Je donne un exemple. La prison d'Oran, qui avait une capacité de 1000 détenus, elle se trouve au bout de quelques années avec 2000 détenus. On va penser un peu à cette promiscuité, à cette hygiène déplorable. Camps de concentration, prisons qui vont s'emplir. Les CTT, ça c'est encore une structure de l'armée française, les centres de tri et de transit. Encore les DOP, des dispositifs opérationnels de sécurité. Toutes ces structures, notamment le CTT et le DOP, vont être des structures où on va torturer les Algériens. Alors, la torture systématique, hein, systématique, massive, généralisée, et la justice coloniale va mettre en mouvement un appareil qui s'appelle la guillotine. Voilà. Qui s'appelle la guillotine, qui va s'ajouter à tout cet arsenal diabolique et maléfique pour terroriser les populations algériennes et pour croire qu'avec ces méthodes, on va dissocier les Algériens de leur avant-garde, de l'ALN, du Front de Libération Nationale, ce qui n'a jamais abouti. Les Algériens étaient déterminés à adhérer à l'appel du 1er novembre jusqu'à... Ce qui fait, il y a un aspect important, c'est que les Algériens n'ont jamais marchandé avec la patrie. Et ils ont accepté tous les sacrifices. La loi, pardon, monsieur Arabe, c'est qu'il y a aussi la loi qui va suivre. Eh bien, la loi, on va légiférer à Paris au mois de mars 1956 pour ramener le Parlement français pour voter une loi portant les pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux votés en mars 1956 avec l'adhésion de tous les parlementaires, y compris les parlementaires communistes. Oui. Ça, c'est ce qui est décevant. Oui. Le Parti communiste au grand complet, les parlementaires, je veux dire, les parlementaires communistes au grand complet vont voter les pouvoirs spéciaux. Et les pouvoirs spéciaux, c'est donner le pouvoir absolu à une armée qui va se permettre tous les abus. Pouvoirs spéciaux, mois de mars, avril, mai, juin. Alors, mois de juin, les colons étaient impatients de voir la machine infernale, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, se mettre en mouvement contre les Algériens. Décapiter, oui, décapiter, on a peur. On a peur qu'un corps soit séparé. Surtout chez nous, les musulmans. Hein. Ouais. Chez les musulmans, il y a une tradition. C'est horrible qu'un être humain soit séparé d'une partie de son corps, et surtout la tête. Alors, les colons ont pressé. Robert Lacoste, ministre résident. Ministre résident est un titre qui remplace le gouverneur général. Alors, le responsable de l'Algérie, de l'administration, devient ministre résident. Robert Lacoste, qui vient de la CFI au Parti Socialiste. Mitterrand, qui vient, lui aussi, du Parti Socialiste. Oui. Guy Mollet, qui lui dirige son orchestre infernal, lui aussi vient du Parti Socialiste. Le Front, permettez-moi de faire cette digression, le Front populaire en 1936, sous Léon Blum, c'est aussi un front qui rassemble les socialistes et les communistes. Lequel Front populaire de Léon Blum va interdire l'activité politique de l'étoile nord-africaine de M. Messali El Hadj. Alors, la gauche française, c'est toujours mal comporté avec les dirigeants algériens. Alors, la guillotine entre en action en 1956, moins de 2 années après le déclenchement de la guerre de libération nationale,
et au moment où la révolution était pratiquement mise sur rail. Absolument, absolument. On avance, crescendo, une mobilisation qui va s'étaler. Le peuple algérien attendait depuis longtemps, attendait depuis le soulèvement de l'émir Abdelkader, et puis il y a eu cette succession de soulèvements, c'est-à-dire que le caractère de l'Algérien est un caractère qui refuse la soumission, et il est venu le moment, le 1er novembre 1954, pour dire, allez, voilà un peu le dernier moment pour mettre fin à cette domination abjecte. 56, c'est assez important parce que de 56 à 57, 58, 59, surtout après le congrès d'Assouban du 20 août 1956, hop, tout va se mettre en mouvement pour consolider les assises de l'ALN, du FLN et toutes les catégories sociales et patriotiques de ce pays vont adhérer massivement à la guerre. Les ouvriers, les paysans, les intellectuels. Donc les deux premiers guillotinés, donc Abdelkader Faraj et Hamida Zabana. Hamida Zabana, est-ce que symboliquement ce choix était peut-être dicté par le fait que Zabana soit un novembriste? Donc il a été arrêté au lendemain du 1er novembre. Alors c'est un novembriste, ancien militant du PMCLD, ancien cadre des scouts musulmans algériens, un personnage important dans le déclenchement de la guerre de libération nationale. Et à travers Hamida Zabana, les Français voulaient un peu prouver qu'il fallait s'attaquer au symbole de la ce lutte pays, héroïque. au symbole de ce pays, comme nous voulons de le commémorer, comme le 8 juin 1958, quand Ali Machi a été assassiné et pendu sur la place publique. Et à travers Ali Machi, c'est aussi l'assassinat de la culture algérienne, de l'art algérien, et d'une avant-garde patriotique et culturelle. On a choisi ce symbole et les moments de son exécution ont été exceptionnels. D'ailleurs, tous les condamnés, il va instaurer une sorte donc, de tradition pour tous les condamnés à mort, c'est-à-dire cette dignité, ce courage qu'il avait au moment. C'est que l'attitude de Hamida Zabana va servir à tous les condamnés à mort parce que les Algériens ont estimé que devant la guillotine, devant la mort, il faut être digne et fier. Alors, cette guillotine, cette machine qui a été conçue pour décapiter des êtres humains, surtout les Algériens, elle dispose d'une lame, le couperet. Le couperet pesait un quintal. Alors imaginez, quand on déclenche la chute du couperet, c'est à une vitesse inimaginable, et ça coupe, ça tranche instantanément la tête du supplicié. Mais ce qui va se passer en présence de son avocat, des magistrats, des militaires, de cette institution qui doit assister à l'exécution d'une peine capitale, il va se passer une chose inattendue. C'est que le couperet, il est lâché une première fois et il s'arrête à quelques centimètres de la tête de Zabana, Hamida Zabana. Lequel Hamida Zabana avait exigé de faire une prière. Ah bon, exactement. Et avant que sa tête ne pénètre à la guillotine, là, il y a toute une atmosphère qui va déclencher. Hamida Zabana fait sa prière sur insistance de son avocat, parce qu'elle lui a été refusée. Et là, il demande pardon à ses compagnons d'armes. Et les compagnons de cellule répondaient en même temps. Parce que Moussamaha dans la tradition musulmane, quand quelqu'un s'apprête à mourir et au bord de la fin de la vie, il demande pardon à son entourage. Ça existe chez nous depuis longtemps. On demande pardon à son entourage, même si on n'a pas commis un péché vis-à-vis de ce personnage. Et les femmes du quartier féminin incarcérées répondaient elles aussi par des youyos, en entonnant des chants patriotiques.
إخواني لا تنسوا شهداءكم par من جبالنا طلع. Imaginez un peu cette atmosphère qui va accompagner le supplicié vers, et ça va lui permettre, on va gonfler son moral, on va alimenter son courage, ça contribue. Et puis c'est toute la Kasbah qui se réveille en cette tombe sanglante qui va se répéter pendant plusieurs années chez nous. La Kasbah se réveille, et alors les femmes algériennes, c'est encore des you stridents qui accompagnent Serkeji, qui accompagnent le condamné à mort. Et c'est tout un mouvement populaire pour dire nous ne serons jamais vaincus. Alors, Zabana, couperet, qui s'arrête, Maître Zertal Mahmoud, qui réclame et qui dit attention, le couperet s'est arrêté, il est désigné, il est consigné dans la tradition que la peine capitale se transforme en peine perpétuelle. On refuse, on va appeler les autorités. On appelle Robert Lacoste, on appelle les magistrats, on dit que le couperet vient s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? On leur répond, continuez. Et on l'actionne une deuxième fois. Elle s'arrête toujours à quelques centimètres de la tête de Zabana. Il était dans tous ses états, maître Zertal Mahmoud. Et il fallait l'actionner une troisième fois pour que la tête de Hamida Zabana soit séparée de son corps. En métaphysique, je vais utiliser peut-être la métaphysique, et je dirais que ce phénomène qui s'est produit pour la première fois, dans la mise en mouvement d'une guillotine, ça ne peut relever que de la métaphysique. Ce n'est pas, je dirais, en métaphysique, ça ne peut pas être le fruit du hasard, si machine savamment, entre les guillemets savamment conçue pour qu'elle fonctionne normalement. Et elle continuera à fonctionner normalement pour d'autres têtes des Algériens. Et puis la mort de Zabana, c'était donc atroce, c'était donc à l'aube, et puis elle a donné du courage à tous les autres condamnés à mort. Absolument. C'était cette attitude de dignité et de courage qui va... Jamais on avait remarqué qu'un supplicié algérien condamné à mort, quand il est face à la guillotine, jamais on a signalé qu'il avait peur. Tout le monde marchait volontairement avec cet espoir que l'Algérie sera indépendante. Cet espoir que ce sacrifice va servir au recouvrement de la souveraineté algérienne. Ce qui fait tous les Algériens, ici, à Constantinople, à Alger, à Serkeji, en France. Ouais. Et puis il y a cette jeunesse, qui va à l'échafaud avec courage. Quand je parle de jeunesse, les quatre militants qui accompagnaient les Johor Akrour et Beya Hussein. Une année après, donc c'est toujours à Serkeji. En juin 1957. Ces jeunes. Il y avait Rabi Hamida à 22 ans, il y avait Bilamin Mohamed Mohand et Rahal Boualam, Touati Saïd Ben Baï. Oui, et Touati Saïd qui a été âgé de 29 ans. 29 ans, une exécution quadruple. Et comment on a procédé à l'arrestation de ces quatre militants et de Johor Akrour et de Beya Hussein. Beya Hussein qui avait 17 ans, Johor qui avait 18 ans. Et Beya Hussein, ça va être la plus jeune condamnée à mort à l'époque. Comment qu'on est arrivé à leur arrestation? C'est un hasard fatal. La police vient au stade de Biyar, la bombe avait explosé, la police ramasse tous les indices, et elle ramasse des morceaux d'étoffe et de tissu émanant de la veste de Boualem, de Rahel Boualem. Et les petits morceaux de la veste, il y avait accroché un numéro. Quand on va au dégraissage, avec la graffeuse, on vous met un numéro sur le vêtement, le pantalon ou la veste. À partir de ce numéro, la police fait le tour de tous les établissements de dégraissage. Et on trouve dans un registre le nom de Rahel Boualem, et comme ça, on va procéder à leur arrestation. Ça, c'est le fait fatal de ce numéro provenant d'un établissement de dégraissage.
Alors les exécutions de 1956 à 1958 vont être... j'ai oublié, parce que vous m'avez dit que tous les Algériens, sans exception, Oui. je m'étonnerais qu'il y ait une exception, allaient vers l'échafaud avec cette fierté admirable, mémorable et historique. Ouais. C'est que le bourreau, un certain Messonnier, Oui. lui aussi remarquait que les Algériens n'avaient pas peur de la guillotine. Il le disait en public chez certains pieds noirs. Et les pieds noirs et les colons lui interdisaient de répéter ce qu'il a vu et ce qu'il a constaté. Et on le menaçait de raconter, de dire que les Algériens étaient fiers et dignes d'aller vers la mort. Voilà un peu ce qu'on doit consigner pour la mémoire et pour entretenir cette mémoire de notre jeunesse, pour le dire. Mais il faut être admirable vers ce sacrifice sublime. Admirable d'ailleurs ce que Ali Zamoum, qui était co-détenu, il était donc compagnon de cellule de Zabana, un autre novembriste. Et ce qu'il raconte dans ses mémoires, il disait que Zabana, il savait qu'il allait être exécuté et il s'est préparé en conséquence. C'était pour lui une manière de se sacrifier pour l'Algérie. D'ailleurs, dans sa lettre... Il a écrit à ses parents une lettre émouvante pour leur dire soyez apaisés, je meurs pour une cause, pour une noble cause, pour l'indépendance de mon pays. Ne soyez pas trop chagrinés. Moi, j'ai accepté de me sacrifier pour mon pays. Et puis, un autre condamné à mort, le 24 avril 1958. Ouais. C'est Taleb Abdelrahman. C'est aussi un cas très important dans l'histoire de la décapitation et de l'utilisation de cette machine sordide. C'est que face à ces juges, Taleb Abdelrahman, le chimiste, l'intellectuel du réseau bon, va s'adresser à ces juges pour leur dire ceci, que je sais que je vais être condamné à la peine capitale. Je sais aussi qu'avant moi, des frères ont été décapités, je le sais. Et je sais que je vais mourir pour mon pays. Mais avant cela, je tiens à vous dire une chose. C'est que pour nous, les Algériens, la guillotine représente pour nous les Algériens, ce que représente vos croix, dans les églises et les cathédrales. Stupéfaction des pieds noirs qui étaient dans la salle, trouble chez les magistrats, qu'un Algérien compare la guillotine à la croix du monde chrétien. S'il faut déflorer la pensée de Abdelrahman Taleb, je dirais ceci, que dans le dogme chrétien, Jésus-Christ, dans le dogme, Jésus-Christ, Sidna Isa alayhi salam, porter la croix, ça c'est un symbole chez la chrétienté, porter la croix, accepter de porter la croix pour faire absoudre l'humanité de ses péchés. Taleb Abdelrahman voulait tout simplement leur dire que cette guillotine qui est utilisée contre nous, qui luttons pour une cause juste, notre indépendance, elle est changée de péché du colonialisme français, du personnel de la justice coloniale, du gendarme, du militaire, du politique. C'est que vous menez une guerre coloniale contre des insurgés qui demandent leur indépendance. Donc, cette comparaison va troubler un peu cet ordre au niveau de la justice. Et le 24 avril, Taleb Abdelrahman sera lui aussi exécuté par cette guillotine qui a utilisé pour punir les Algériens de leur défi. Puis même les jeunes, c'est-à-dire Sidi Ikhlef, il avait à peine 19 ans, il sera également... Encore un autre cas. Par exemple, un autre exemple. Oui, merci M. Arab. Encore un autre cas qui a suscité l'indignation d'un personnel culturel et intellectuel en France, c'est le cas de Abdelrahman Lakhlifi. Abdelrahman Lakhlifi, en 1959, il va être exécuté le 30 août 1960. Abdelrahman Lakhlifi, il avait 19 ans.
Ça va être, je présume, le plus jeune condamné à mort, avec Beya Hussein. Le plus jeune condamné à mort pour des inculpations qui n'ont jamais été prouvées. Jamais été prouvées. Hein. Et pendant son procès, on avait interdit aux avocats d'assurer la défense. Et on les a expulsés de la salle, une véritable atteinte aux droits de la défense. Les avocats expulsés, on va condamner Abderrahmane Khalifi en l'absence de plaidoirie. L'opinion publique, l'opinion intellectuelle a réagi en demandant au général de Gaulle de surseoir à son exécution. Il y avait Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, les artistes, Serge Reggiani, François Mauriac, qui a dénoncé la torture dès 1955. Beaucoup d'artistes, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains qui ont fait appel à Daga Machar, le secrétaire général de l'ONU, à Habib Bourguiba, à Sékou Touré, au pape, à Elisabeth II, à Nehru, d'intervenir auprès du général de Gaulle pour surseoir à l'exécution de ce jeune homme, contre lequel on n'a pas encore prouvé ce qu'on lui reprochait. De Gaulle, ils ont du pouvoir régalien. Ils ont du pouvoir régalien, c'est que la demande en grâce dépendait du chef d'État. C'est lui qui avait le droit de vie ou de mort sur les condamnés. Accepter la grâce ou ne pas l'accepter. Un droit régalien qui remonte aux monarchies françaises. Et à César, peut-être c'est le César du temps moderne. Et puis à Jules César, quand on était adolescent, on voyait les films des gladiateurs. Alors qu'est-ce que c'est les gladiateurs? C'est des prisonniers qui se combattaient entre eux-mêmes, et lorsque l'un, pendant le duel, l'un terrassait l'autre, on faisait face à Jules César si on devait le tuer ou le protéger. Et la vie du gladiateur vaincu dépendait d'un pouce. S'il pivote vers le bas, on ordonnait au gladiateur, à l'adversaire, de l'achever par une dague enfoncée dans la poitrine de son adversaire. Si le pouce pivotait vers le haut, il est absous, il est libéré. Le pouvoir régalien va être utilisé par le général de Gaulle, qui va toujours faire pivoter son pouce vers le bas. Parce que c'est comme ça que j'interprète les choses. Parce qu'il n'y a eu aucune grâce accordée à tous les condamnés à mort. Et le ministre de la Justice, François Mitterrand, qui signait le refus pour que le dossier aille sur le bureau du général de Gaulle, et pour dire au général de Gaulle, il n'y a pas lieu d'accorder la grâce. Et cette grâce-là, j'ai eu l'aide sous la main d'une ancienne condamnée à mort pendant la guerre d'Algérie. C'est Zahia Kharfallah. Zahia Kharfallah. On parlait tout à l'heure de cette jeunesse, de tous ces jeunes, de Sabana, du jeune homme de 19 ans, qui lui aussi a écrit une lettre à ses parents, Abderrahmane Khalifi, qui leur dit: pardonnez-moi, ma mère, mon père, pardonnez-moi si je vous cause de la peine. Un jeune homme qui demande pardon à ses parents parce qu'il va leur causer de la peine, parce qu'il va mourir pour l'Algérie. Zahia Khalfallah, condamnée à mort, avec les 6 femmes condamnées à mort, elle écrit une lettre à son avocat pour lui dire: je refuse la grâce. En face des tortionnaires de la villa Susini, des incendiaires, des mechtas, je me sens à jamais innocente. Cher maître, je m'excuse si mon ton vous paraît un peu grave, mais la question pour moi a son importance. Ma grâce. N'y réfléchissez pas, n'y réfléchissez plus. Je ne veux pas la solliciter personnellement. Je n'aimerais pas que vous la demandiez pour moi. Je ne me sens en effet ni vaincu ni coupable. Je suis une prisonnière de guerre et l'armée à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire l'ALN, est déjà victorieuse. C'est elle qui doit me libérer ou me venger.
si je meurs assassiné. Ça, c'est une lettre de Zahia Kharfallah. Encore chez les femmes, il y a cette présence, cette qualité de la dignité. Si nous avons résolu de prendre des armes, ce n'est pas que si nous sommes condamnés à mort, on va supplier le chef d'État de nous accorder la grâce. On est parti, on s'est engagé avec la lutte armée pour vaincre ou pour mourir. Un autre exemple, donc, c'est un guillotiné pour l'exemple, c'est Yveton. Yveton aussi, ça a été un cas, ça a été aussi un cas. Dont la grâce a été refusée par absolument. Alors, le garde des Sceaux. Le cas Yveton, oui. le cas Yveton, un travailleur d'une usine à gaz, je crois. Ouais. Et on va lui donner la mission de poser une bombe avec ses compagnons de lutte, Félix Colosi oui. et Jacqueline Gruge. Ouais. Ils décident de poser la bombe à un moment où les travailleurs ne sont pas présents. Donc, première précaution. Ils la déposent et n'explosent pas. C'était à l'usine à gaz du Hama. L'usine à gaz, oui, de Hama, oui. Ouais. Elle n'explose pas. L'autre, Félix Cosoli, son compagnon, a aussi participé à un attentat contre la bouchonnerie. La bouchonnerie internationale. Voilà. Félix Colosi, dans ses mémoires, il a écrit des mémoires vraiment sublimes, mémoires de prison. Il raconte des choses horribles, émouvantes. Félix Colosi, je ne sais pas s'il est encore en vie, il est encore en vie. Monsieur admirable. Alors on exécute Yveton. Sa bombe n'a jamais explosé, donc pas de dégâts, ni humains, ni matériels. Et bien, pour la simple raison qu'on donne un signe et un avertissement pour la communauté européenne, la minorité de la communauté européenne qui a marché avec la guerre, qui a adhéré à la guerre d'indépendance, pour dire attention, on ne va pas vous épargner aussi de la guillotine. Un exemple. Mais les Algériens ont été je parlais tout à l'heure des exécutions multiples. Alors, et des prélèvements de... Avant d'aborder les exécutions multiples, pour faire un état des lieux un petit peu, donc pour présenter, il y avait combien de condamnés à mort entre... Il y avait en tout et pour tout 2010 condamnations à mort. Oui. Sur les 2010, 210 exécutions. Plus de 600 à Constantine, plus de 600 à Alger, plus de 600 à Oran et 144 en France. Où la guerre a été portée de l'Algérie en France. En France, oui. En France, c'est-à-dire que voici encore un autre défi, encore un autre défi que les Algériens étaient capables de porter la guerre sur le sol du colonisateur. Les exécutions de 56 avec Mida Zabana vont être double, triple, quadruple et quintuple. De 1956 à 1958, les exécutions multipliées très courantes, chose qui était rare dans l'histoire. Dans l'histoire de l'utilisation de la guillotine, on n'y a pas eu autant d'exécutions multiples. Ça ne dépassait pas le double. Ça ne dépassait pas le double. C'est le meurtre légal en Algérie est devenu collectif. On ne se gênait plus à faire décapiter. Alors, de 56 à 58, il y a eu 25 exécutions doubles, 13 triples, 7 quadruples et 2 quintuples. Quand je dirais quintuple ou quadruple, cela veut dire quoi? C'est des moments, même si on acceptait la mort, il y a toujours ce sentiment de dégoût vis-à-vis de cette machine, vis-à-vis de ce système, à savoir que quand il y a une exécution quintuple ou quadruple, le dernier à aller vers l'échafaud, il assistait à 4 têtes quand il s'agit d'exécution quintuple. Il assistait avant lui à 4 têtes qui vont tomber dans la corbeille en attendant son tour. 1, 2, 3, 4, et puis lui le 5e. Ça, c'est indigne, je dirais indigne, d'un système qui s'est attelé à faire humilier les êtres humains. Et à leur faire subir ces moments dramatiques où le condamné à mort doit assister à la décapitation
de ses compagnons. Et puis, le condamné à mort, son drame ne finit pas à la guillotine. Parce que Comment? le drame du condamné à mort ne se termine pas avec l'exécution. Ah oui, effectivement. Oh, non, effectivement, on ne s'arrêtait pas là. On s'arrêtait pas là. Et on continuait à porter atteinte à la personnalité des Algériens, à porter atteinte d'un Algérien qui a perdu la vie, parce qu'on l'a décapité, on a osé séparer sa tête de son corps, et on va encore porter atteinte à sa tête, et de temps à autre, un docteur appliqué sur les lieux, d'un hôpital, peut-être l'hôpital Mustapha à l'époque, il appliqué sur les lieux, il avertissait l'exécuteur en chef, le bourreau, qui est maçonnier, qui était assisté de son fils. On lui disait, attention, ne prenez pas le corps, parce que j'ai un travail médical à faire. Et il va prélever des cornets sur les yeux du cadavre, de la tête de l'Algérien, pour les faire transplanter chez les patients, entre les guillemets, européens. Certains cadavres servaient aussi pour des études médicales dans les hôpitaux. Voilà un peu le drame qui ne finit pas, comme vous venez si bien de le dire, monsieur Arabe. C'est qu'on continuait. Et puis le drame des Algériens. Dans le cadre, par exemple, dans le cadre des exécutions multiples, des fois il y a la confusion entre les têtes et les... Encore un drame. D'ailleurs, de l'avis même de Messonnier, dans ses mémoires, de Bourou. Oui, il le dit. Il le dit parce qu'ils étaient embarrassés. Je mets le mot embarrassé entre les guillemets. Parce que devant une telle situation, on doit déplorer ce qu'on a fait d'ignoble et d'inacceptable. Ils étaient embarrassés d'adjoindre la tête qui correspond au corps. كاين آية قرآنية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sur le plan anatomique, le corps est si bien structuré que si on s'amusait à mettre une tête sur un corps à laquelle elle n'appartient pas, le corps devient difforme. Alors, ces messieurs exécuteurs, ils ne parvenaient plus à mettre la tête qu'il faut au corps, au tronc qu'il fallait. Ils sont pressés de terminer leur besogne sordide pour amener les corps dans les cercueils et les amener dans une tombe commune. Dans une tombe commune. On n'arrive plus quelle tête mettre sur tel corps. On s'empressait à le faire. Tout ça, c'est un procès. C'est un procès qu'on doit faire, qu'on doit écrire, que la jeune génération d'historiens doit encore s'empresser. Je dis bien s'empresser, le temps passe vite. Et heureusement que vos émissions viennent un peu nous rappeler à l'ordre pour lui dire attention, il ne faut pas oublier, il faut davantage d'investigation. Je termine peut-être avant la fin de l'émission pour dire que M. Mitterrand, en sa qualité de ministre de la Justice, qui fait une correspondance à son collègue de la Défense nationale, le ministre de la Guerre, Bourges Monouri, qui lui dit voilà, le couperet de ma guillotine est usé. Usé à force de trancher les têtes d'Algériens. Mais c'est... Et je vous demande d'en fabriquer une nouvelle pour permettre de persister dans l'exécution capitale des Algériens. Et effectivement, on va satisfaire à cette demande et nous fournir une nouvelle guillotine pour lui permettre de continuer la décapitation des Algériens. Alors, à partir de 1960, il ne va plus y avoir d'exécution par la guillotine. Et certains condamnés à mort, rescapés de la guillotine, seront horriblement assassinés au sein même des prisons. Je pense donc au cas de Hamdani Adda, qui a été arraché de sa cellule par un commando de l'OS.
et puis Oui, exécuter. effectivement, la guillotine va être un moyen qui va être suspendu parce qu'il y a eu quand même un véritable combat contre cette machine par le GPRA à travers les missions diplomatiques représentées ça et là. Et on disait halte à l'utilisation de cette machine infernale. Et il y a eu aussi, je crois, l'intervention de la papauté, plus un mouvement d'intellectuels que j'ai cité tout à l'heure. Donc ça a un peu gêné provisoirement le pouvoir et l'attribution et le privilège du droit régalien du général de Gaulle. Et les Algériens continuaient à être exécutés, mais cette fois-ci par des pelotons d'exécution, c'est-à-dire par balle, tantôt à Oran, à Alger ou à Constantine. Et les rescapés de la guillotine et les rescapés de l'exécution par les pelotons d'exécution, ils étaient toujours sur le qui-vive parce que avec ce qui s'était passé en avril 1961, l'avènement de Jouot, Zeller, Schall et Salon, ces 4 généraux qui ont tenté de perturber le pouvoir du général de Gaulle, se sont dispersés. Et à Oran, on a donné Oran l'Oranie, parce qu'il est originaire de Bousfer et de Montjoie. Oui. Et à Oran et de Montjoie, qui allait monter les commandos de l'OAS, avait ordonné qu'on procède à l'enlèvement de 4 détenus qui étaient condamnés à mort de la prison d'Oran, le 12 janvier 1960. On était à 2 ou 3 mois du cessez-le-feu. C'est pour vous dire un peu cet acharnement de l'OAS qui était sur le point, cette poignée de militaires français qui sont issus de l'armée française finalement, des officiers supérieurs. Et puis de toute cette secte de pieds noirs qui refusaient que l'Algérie devienne indépendante. Ils se sont armés et ils commençaient à commettre les crimes les plus abominables. Ils ont fait procéder un commando qui se présente devant la prison d'Oran et ils ont fait enlever Hamdani Edda et 3 de ses compagnons et qui vont être brûlés vifs, je dis bien brûlés vifs, par ce commando de l'OAS. Cela veut dire que l'OAS et les officiers, certains officiers supérieurs de l'armée française, jusqu'en 1961-62, alors que la diplomatie algérienne, l'ALN, se trouvait sur le point d'imposer au général de Gaulle la discussion politique pour que cette guerre se termine pour nous. Nous pouvons la continuer. Les Algériens ont prouvé qu'ils étaient prêts au sacrifice. Nous pouvons la continuer. Mais nous vous imposons la discussion politique. Et cette catégorie de nostalgique de l'Algérie française continuait à assassiner les Algériens et tous ceux qui soutenaient les Algériens. Et Hamdani Edda, qui est un officier de la ville de Tiaret, qui était condamné à la peine capitale, va périr à 2 ou 3 mois du cessez-le-feu. Cet acharnement de ces nostalgiques et cette poursuite de cet acharnement sur le plan politique jusqu'à nos jours, les nostalgiques, les pieds noirs, les éléments de l'OAS, lesquels certains d'entre eux, leur nom, on va être utilisé à baptiser des places publiques par des maires qui adhèrent encore. C'est les relents du fascisme finalement. Amar Poukouja, donc pour rendre hommage donc à tous ces condamnés à mort qui ont été assez victimes de la guillotine, vous avez donc ramené avec vous donc un poème que vous voulez déclamer en l'honneur. Donc, oui, j'avais un texte de Mufti Zakaria sur Hamida Zabana, mais il ne reste peut-être pas assez de temps pour déclamer un poème sublime de Mufti Zakaria qui se trouvait à Serkeji en même temps qu'Hamida Zabana. Et quand on a tiré Hamida Zabana de sa cellule, Mufti Zakaria, le poète attitré du nationalisme algérien,
a, en l'espace de 24 heures ou peut-être moins, écrit un poème à la mémoire pour glorifier Mida Zabana, marchons vers le supplice, marchons vers l'échafaud. Un poème que nos enfants, que nos jeunes filles, nos jeunes garçons, jusqu'aux années 80, avaient appris par cœur. Aujourd'hui, je suis désolé que ce poème n'ait pas enseigné à nos jeunes enfants sur... Le poème, il n'est pas uniquement, il ne glorifie pas uniquement Hamida Zabana, mais tout le sacrifice des Algériens et tous les décapités algériens. Il y a un poème, un texte en prose, écrit par un anonyme, le 1er décembre 1956, est publié au journal de la guerre de libération nationale, Résistance algérienne, avant que ne vienne le remplacer El Moujahid. Il est intitulé « Je jure ». Je jure par les martyrs condamnés, par les héros au champ d'honneur tombés, par les prisonniers emmurés, par les suspects assassinés. Le suspect assassiné, c'est que tout le monde est devenu suspect. On est devenu suspect. Celui qui sait ou celui qui ne sait pas. Par les mères déshonorées, par les vierges violées, par les tortures endurées, par les enfants témoins épouvantés, par les bébés écrasés, par les corps mutilés. Le prélèvement de la cornée, pour moi, c'est une mutilation. Bien sûr. On n'a pas aucun droit de mutiler un corps. Chez nous, les musulmans, même s'il s'agit d'un adversaire, d'un ennemi, on prend le soin de l'enterrer. Et on ne s'aventure jamais à l'insulter, à le maltraiter, à lui donner des coups de pied. Par les bébés écrasés, par les corps mutilés, par les foyers saccagés, par les victimes terrorisées, par les vallées rapetissées, par les décharats bombardés, par les bergers arrosés d'essence et brûlés, par les récoltes ravagées, par les gourbies incendiées, par les quartiers embarbelés, par les kasbahs oppressés, par le souffle des opprimés, par le pays pacifié. Je jure que le soleil prendra son vol, que les lâches ne fouleront plus le sol de notre patrie, que l'écho répétera fidèle et foi, vive l'Algérie libre, indépendante et par ses fils honorés. Ça, c'est un texte anonyme pour évoquer un peu ce combat légitime et prestigieux et tous les sacrifices supportés, endurés pendant la guerre de libération nationale. Et aujourd'hui, je suis convaincu que le dossier du colonialisme n'est pas encore clos parce qu'il y a beaucoup d'événements méconnus à travers tout le pays. Jusqu'à ce jour, on n'a pas terminé. Moi, je viens d'apprendre à Rahouia, dans la région de Tiaret, que 3 jeunes qui n'avaient pas dépassé 20 ans ont été traînés par un véhicule JMC. JMC, c'est un véhicule américain. L'OTAN avait intervenu en masse dans cette guerre. Avaient été tués, assassinés. On ne se contentait pas de cela. Et on l'avait traîné dans les rues de Rahouia, situées à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Tiaret. On les a traînés à travers les rues de ce village pour se venger un peu de cette jeunesse qui avait osé prendre les armes et dire non à l'injustice. C'est pourquoi je pense à Amal Belkhoja aujourd'hui, il faut réclamer la reconnaissance de tous les crimes, et non pas parce que le colonialisme est un tout et qu'il faut considérer comme tel. Donc il faut réclamer la reconnaissance de tous les crimes et les exactions commises en Algérie pendant les 132 années de colonisation. Et non pas... Effectivement. D'abord sur le plan politique, oui. Ça peut servir que... Il y a un remords et que la classe politique, les chefs politiques, les responsables politiques, depuis la présidence jusqu'à ce qui est peut-être un peu, moi je dirais, c'est une opinion personnelle, qu'on accède à ce vœu pour que le système colonial aujourd'hui, le pouvoir français, toutes ces institutions acceptent de dire pardon à tout le mal qui nous a été fait.
Cela m'étonne beaucoup parce que jusqu'à ce jour, la torture pratiquée dans notre pays n'a pas été reconnue. Hein. Il y a toujours une résistance à cette acceptation que oui, la torture a été un fait généralisé. Et sur le plan politique, ça peut servir. Oui, effectivement, hein, s'il y a de bons rapports, il faut rétablir de bons rapports, de contribuer à la fraternité politique entre deux peuples. Ce que les Algériens ont toujours dit. Hein. Oui. Non, aujourd'hui, il y a quelques mois, l'Allemagne a reconnu le génocide qu'elle a commis en Namibie au début du XXe siècle. Et pourquoi pas la France aujourd'hui ne prend pas la même décision de reconnaître tous les crimes commis. Effectivement. Voilà. Je dirais, comme l'a dit Aimé Césaire, oui. Pourquoi toutes ces agitations autour de la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi ce tralala sur le fascisme hitlérien? Il apporte une réponse très juste, très pertinente, très percutante, en disant, s'il y a autant d'agitation sur la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et autour de la culpabilité de Hitler, c'est parce que Hitler a porté atteinte à l'homme blanc. S'il avait dirigé son action vers la race noire ou la race arabe ou la race hindoue, on n'aurait absolument rien dit. Aujourd'hui, ce que vous venez de dire, effectivement, ça rejoint un peu l'idée d'Aimé Césaire. Eh bien, entre blancs, on peut s'entendre. Entre blancs, entre Européens, on peut s'entendre. On hésite de le faire avec les anciens pays colonisés. On hésite de le faire. Aujourd'hui, l'empire colonial meuble encore une partie de la conscience française. C'est-à-dire aujourd'hui, on regrette un peu ce passé, entre guillemets, prestigieux. Oui, l'empire colonial. L'empire colonial, ça a été des actions malfaisantes contre l'humanité tout entière. Qu'on soit d'accord sur ceci. S'il y a tentative de rapprochement entre les hommes politiques, entre les peuples, parce que nous avons fait la guerre contre un système et non contre le peuple français, nous l'avons toujours dit dans les discours officiels des nationalistes ou des combattants. Mais, j'insisterai sur une chose, c'est que cela n'empêchera pas la poursuite de l'écriture historique. En matière d'histoire, comme l'a dit expressément Mohamed Lashraf, il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription. Mustafa Lashraf. Mustafa Lashraf, pardon. Mustafa Lashraf. Voilà un peu ce que je pouvais... Voilà, je tiens à vous remercier vivement, Amar Belkhodja, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, à propos donc du 19 juin 1956, à propos des condamnés à mort, vous avez écrit un texte remarquable sur donc tous ces crimes, tous les condamnés à mort et tous les guillotinés. Donc d'ailleurs le texte intitulé Les guillotinés de novembre, l'aube sanglante de Selkedji. Merci de m'associer à cette émission, à toutes les émissions précédentes. Je tiens à vous rendre un peu ce mérite de piocher et de remettre en la surface des dossiers aussi importants. Encore une fois, merci Amar Belkhodja. Je tiens à remercier également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.